de protection contre les attaques ciblées. Déjà, commençons par voir la méthode d'attaque d'une menace avancée ou d'une APT. En théorie, la chaîne de frappe ou la kill chain d'une attaque ciblée paraît relativement simple. Cela commence par une phase de reconnaissance et test pour voir et détecter les mécanismes mis en place par une entreprise. Ensuite, une phase de pénétration, de propagation dans le réseau d'entreprise. Et enfin, une phase d'exécution et de résultat. Cela pourrait nous amener à croire qu'en bloquant automatiquement les premières étapes d'une attaque à plusieurs niveaux, l'attaque tout entière serait contrée. Or, dans la réalité, les attaques ciblées sont extrêmement sophistiquées et non linéaires en termes de progression et d'exécution. Il convient donc de mettre en place une stratégie multiniveau, reposant sur des capacités de détection automatisées, une surveillance en continu et de recherche de menaces. Une attaque ciblée est un processus lent par lequel un cybercriminel viole un système de sécurité et contourne les procédures d'autorisation afin d'interagir avec une infrastructure IT sans être repéré par les technologies de détection traditionnelles. Premièrement, il s'agit d'un processus suivi, d'un vrai projet, et non d'une simple action malveillante potentielle ou ponctuelle. D'après notre expérience, ces attaques durent généralement au moins 100 jours. Pour les entreprises gouvernementales, les grands acteurs du marché et les infrastructures critiques, elles peuvent même s'étendre sur plusieurs années. Ensuite, ce processus vise une infrastructure particulière pour déjouer les mécanismes de sécurité spécifiques. Aussi, cela peut tout à fait cibler des salariés précis par email ou via les réseaux sociaux. Cette approche n'a rien à voir avec celle des attaques classiques, qui reposent sur l'envoi en masse de logiciels malveillants et qui poursuivent des objectifs complètement différents. Dans le cas d'une attaque ciblée, le mode opératoire et la chaîne de frappe s'articulent autour d'une victime bien précise. Enfin, ce type d'attaque est généralement perpétré par un groupe ou une équipe de professionnels organisés et parfois de dimension internationale. Dotés d'outils techniques sophistiqués, plus qu'un simple projet, leurs activités pourraient être qualifiées d'opérations de combat groupées. Par exemple, les cybercriminels peuvent adresser une liste de salariés susceptibles de servir de passerelle vers l'entreprise et les réseaux ciblés et étudier leurs profils en ligne ainsi que leurs activités sur les réseaux sociaux. Une fois l'ordinateur infecté, l'intrus prenne le contrôle du réseau et poursuivent leurs activités criminelles. Alors justement, regardons un peu le cas de Petya, ce ransomware qui a défrayé la chronique entre juin et juillet 2017. En fait, le fonctionnement de Petya est relativement intéressant, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple fichier envoyé à la victime, mais il s'agit réellement de l'utilisation d'outils dits à double usage. Donc ces outils à double usage, c'est par exemple l'utilisation de scripts WMI. C'est aussi l'utilisation de Mimikatz, outil utilisé pour réaliser des attaques appelées files, sans fichier. C'est aussi l'utilisation d'outils simples d'administration, tels que PSExec, les tâches planifiées, ou Event Viewer, pour effacer ces traces. Ces outils, utilisés individuellement, ne constituent pas vraiment une menace. Mais le regroupement de ces actions dans une seule attaque constitue une nouvelle génération de menaces. Or, toutes les technologies qu'on a vues jusqu'à présent, classiques, anti-malware, machine learning, s'intéressent au fichier, à son comportement et à ses caractéristiques. À ce sujet, est-ce que vous savez aujourd'hui si les vecteurs d'attaque qui ont permis l'attaque de Petya sont bien corrigés ou pas? Combien d'entreprises est-elle encore vulnérable? Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 930 000 serveurs vulnérables exposés sur Internet et qui peuvent subir encore les mêmes attaques. D'où la question qui se pose. Pourquoi ces attaques sont-elles encore effectives? Et comment peut-on mettre une détection pertinente? Et pratiquement,
comment la détection d'une menace avancée se fait aujourd'hui. En fait, pour arriver à détecter une menace avancée partant d'un indicateur de compromission, les équipes SOC, les analystes en sécurité dans les entreprises qui font face à cette problématique vont devoir implémenter et analyser une multitude d'événements et d'alertes avec un taux de faux positifs élevé. Ils vont investiguer des heures et des heures sans pour autant trouver quelque chose d'intéressant. Et contrairement à ce que l'on pense, la phase d'analyse et de corrélation de logs peut être extrêmement contraignante et n'aboutit pas forcément à de résultats pertinents. D'où une nouvelle manière d'opérer s'impose, tant sur la partie de détection que sur la partie réponse à incident, et de revoir les méthodes utilisées. Donc une nouvelle vision du SOC est nécessaire pour avoir des résultats pertinents. Actuellement, une équipe de SOC conventionnelle se concentre plus sur la collecte de logs, sa mise en forme et son intégration dans l'infrastructure SIEM. Toutes les tentatives de corrélation d'événements restent assez limitées, de par le manque d'expertise dans le domaine et d'autre part la complexité des systèmes d'information actuels. Cette approche reste tout de même une approche réactive. On s'attend à un incident pour essayer de le détecter. Le manque de vision stratégique de cette approche peut parfois nuire à la sécurité du système d'information. D'où l'idée d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle manière d'opérer, une stratégie de sécurité adaptative. Les cybercriminels ont déjà adapté leurs techniques pour contourner les défenses traditionnelles et passer inaperçus dans les systèmes d'information pendant des mois, voire même des années. Et il est temps pour les entreprises et des systèmes de protection à s'adapter à leur tour avec une approche de sécurité IT multiniveau, basée sur la veille stratégique. Jusqu'à récemment, il suffisait de défendre le périmètre de l'entreprise en utilisant des technologies de sécurité communes qui empêchent les infections de programmes malveillants et l'accès non autorisé au réseau de l'entreprise. Cependant, aujourd'hui, avec l'augmentation des attaques ciblées, cette approche simple n'est plus adaptée. Pour permettre à votre département de sécurité de se prémunir contre les attaques, les nouvelles attaques, vous aurez besoin d'une approche multidimensionnelle, extrêmement flexible, articulée autour d'un SOC conventionnel, s'appuyant sur une veille stratégique des menaces, de la threat intelligence, et des solutions de sécurité multiniveau. Selon le modèle d'architecture de sécurité évolutive de Gartner, si les équipes SOC souhaitent lutter efficacement contre la cybercriminalité dans l'environnement de menaces actuelles, elles doivent s'adapter et se préparer à anticiper, à détecter, à empêcher et à réagir. Empêcher permet de réduire le risque de menaces avancées et d'attaques ciblées. Détecter permet d'identifier les activités qui pourraient signaler une attaque ciblée. Répondre permet d'éliminer les failles de sécurité et d'enquêter sur les attaques. Anticiper permet de savoir où et comment les prochaines attaques ciblées sont susceptibles de se produire. Et concrètement, cette approche suppose que les systèmes de prévention traditionnels fonctionnent de pair avec les technologies de détection, les analyses de menaces et la capacité de réponse avec les techniques de sécurité prédictive. De cette façon, il est possible de créer un système de cybersécurité capable de s'adapter en continu aux défis émergents auxquels sont confrontées les entreprises et d'y faire face. Je vous montre là un exemple simple d'architecture. Donc, on part tous de ces vecteurs possibles d'attaque que sont les flux Internet, les flux email et les différents systèmes d'exploitation, que ce soit les postes de travail ou les serveurs. Et on va y placer des centres de type réseau, des IDS. On va y placer également des connecteurs réseau pour pouvoir récupérer les pièces jointes. On peut aussi mettre des centres sur les postes. On fait donc de la collecte grâce à ces centres. Et derrière,
on a besoin d'une solution automatisée pour analyser tout ce flux collecté et d'une façon automatisée. Un centre d'analyse qui va faire de la corrélation automatisée avec un tas de mécanismes avancés qui permet d'établir une traçabilité de la menace. Lorsqu'on a besoin de détonner des échantillons, de prendre par exemple des fichiers de pièces jointes ou des fichiers téléchargés et de voir de plus près ce qu'ils vont faire. On va pouvoir les envoyer dans une sandbox. Une sandbox permet de lancer les fichiers, de les exécuter dans un environnement virtuel isolé et de déterminer de façon précise les actions à faire, que le fichier va faire, qu'il soit malicieux ou pas. Toute cette analyse va donner lieu à un verdict. Et donc ces verdicts vont être envoyés à l'équipe de réponse à incident. Tout cela va répondre au modèle de sécurité adaptative qu'on vient de définir et va offrir une nouvelle visibilité de tout ce qui se passe sur le réseau de l'entreprise. On va passer maintenant pour voir une attaque ciblée que j'ai pu traiter. Et on va analyser, on va voir les méthodes d'analyse. Comment on peut actuellement, au jour d'aujourd'hui, l'analyser sans outils adéquats. On a reçu en fait un fichier, une facture, dans un email. Et cette facture-là, quand on essaie de la lancer, on a une erreur. Quand on la lance dans une sandbox, le malware va essayer de se cacher et va s'autodétruire automatiquement. Donc il est protégé contre déjà les mécanismes de protection des sandbox. Là, comment on a fait? En fait, il y a des outils destinés au SOC, comme Procdot, c'est un outil gratuit, qu'on va lancer. Déjà, on va lancer la menace. La menace, elle s'appelle, juste un instant. Donc c'est une facture, c'est un fichier exécutable qu'on lance, et ensuite il y a des outils gratuits utilisés par les analystes en sécurité qui vont enregistrer toute action que la menace va lancer sur le poste de travail. Que ce soit aussi les flux réseau, je ne sais pas si vous pouvez voir, là c'est une capture Wireshark. Après, il y a des outils comme Procdot qui vont nous donner l'opportunité de voir ce qui se passe. Donc là, on peut voir en détail le nombre de fichiers qui vont s'exécuter sur le poste de travail. Tous ces fichiers-là sont légitimes, que ce soit des DLL téléchargés à partir du fichier ou bien un Firefox. Un Firefox embarqué dans la menace. C'est la première phase que les attaquants vont pouvoir effectuer pour rentrer dans le système d'information d'une entreprise. Et à partir de là, ils vont pouvoir aller plus, que ce soit sur d'autres postes, ou bien faire de la fuite d'informations à partir de ce poste-là. Tous ces fichiers-là ont été créés. Donc là, un antivirus classique
quand il va analyser ces fichiers-là téléchargés, il va voir des DLL. Et il ne va pas forcément les bloquer. Parce qu'une DLL, c'est une DLL utilisée déjà par l'OS. Et s'il va la bloquer, ça sera un problème. Donc c'est là où on va voir l'utilité de nouveaux outils pour essayer de détecter ce comportement-là. Et déjà, ce comportement-là va nécessiter beaucoup de temps d'analyse pour les équipes sécurité. Et on n'a pas forcément un retour. C'est quoi comme menace? Qui se cache derrière? Et comment on arrive à la contrer? Le nom des fichiers n'est pas assez clair, non? Voilà à peu près. Donc là, on peut voir le chemin de la menace. Qu'est-ce qui a été créé comme fichier? Et toute l'arborescence, on voit des DLL. Et on voit toutes les connexions. Quelle DLL a été créée et par quel fichier elle a été. Quel fichier source a créé cette DLL. Après, l'idée c'est de voir qui se cache derrière et comment remonter aux attaquants. Dans cette analyse-là, on a un flux qui a été capturé par Wireshark. Donc là, on peut voir sur Wireshark les connexions. Là, vous voyez que cette menace-là, lorsqu'elle s'est exécutée sur le poste, elle essaie de se connecter au réseau, au centre de commande et de contrôle de l'attaquant. Et à partir de ces requêtes-là, on peut voir le domaine qu'elle essaie de communiquer avec. Là, on a un domaine qui s'appelle CEPA.network. Ça, c'est un indicateur de compromission, un IOC. Une équipe SOC va partir de cet IOC-là, va pouvoir analyser et mettre en place des règles de détection si un autre poste l'a déjà exécuté et qu'on n'a pas vu. À partir de là, on va chercher, que ce soit sur Internet ou sur un flux de threat intelligence. Ça dépend du... Ça dépend de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme moyen. Et là, en général, on va chercher qui se cache derrière ce domaine-là. On a aussi un autre domaine qui s'appelle Tantopercanta. Donc l'idée, c'est d'automatiser tout ce mécanisme-là. Et faire ce qu'on appelle du threat hunting. Threat hunting, il faut mettre en place des mécanismes pour chercher à l'avance. Déjà, on connaît Tantopercanta, on connaît CEPA.network, on va chercher derrière qui se cache derrière, et il faudra implémenter des mécanismes de détection à l'avance. On ne va pas chercher ou attendre que la menace soit effective pour la détecter, mais faire plus de la recherche proactive.
Déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des menaces avancées? Le sujet vous parle? Déjà, Virus Total, c'est un site utilisé aussi par les équipes SOC, les équipes CERT, pour essayer d'aller plus loin. Quand on a CEPA.network, qu'on a vu, on essaie de voir ce que c'est. Donc là, on a les adresses IP qui se cachent derrière. Ce sont les adresses IP utilisées par les attaquants. Quand on fait du threat hunting, on va essayer de les mettre sous surveillance dans notre réseau. Et ensuite, on a tous les domaines qui vont se cacher derrière, que ce soit CEPA Network ou autre. Et là, ce sont les dates de détection de cette menace-là. Là, ça a commencé le 23 mars. Et ça continue jusqu'à maintenant. Cette menace, elle touche le marché français actuellement. Donc là, on peut aller plus loin. Quand on voit, elle n'est pas très détectée. Le deuxième nom DNS qu'on a vu, c'est Antopercanta.net. On peut voir aussi depuis quand il est actif. Première menace, le 14 mars. Et jusqu'à maintenant, il est actif. Et on a la facture. Cette facture qu'on a détectée tout à l'heure. Donc on part par là pour essayer de détecter des choses. Mais ce n'est pas forcément, c'est un process assez lent et assez contraignant, que ce soit en termes d'analyse, et on n'a pas forcément toutes les informations ici. Ici, c'est des indicateurs. Merci à tous.